Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte. La data, t'es obligé d'avoir les autres pour réussir. Ça, c'est ce que je disais, c'est le constat. Tu peux pas y arriver tout seul, c'est trop compliqué. Il faut trop de skills différentes, ou même soft ou hard, d'ailleurs, un peu de tout. Tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de tourner les chiffres pour montrer quelque chose qui les arrange. Et en fait, ça rend ton job inutile parce que si à un moment la data c'est plus la source de vérité qui colle justement à la réalité parce que tu t'en es détaché dans la manière dont tu opères, en fait, on n'a plus besoin de toi. Aujourd'hui, je reçois Laurent de Criteo. Criteo, c'est un de nos géants français de la publicité programmatique. Ils sont notamment cotés au Nasdaq depuis un bon moment maintenant. Ils ont plus de 20 000 clients et ils sont environ 2500 employés dans le monde. Donc, c'est une des plus grosses boîtes de tech françaises. Et je suis ravi de faire cet épisode avec toi, Laurent. Ça va ? Ouais, ça va, merci Robin, merci de m'accueillir pour ce podcast. Ça va très bien, ouais, très très bien. Et comme Merci tu à toi. disais, effectivement, ouais, Criteo, c'est une belle, je dirais que c'est une belle success story française. C'est effectivement une boîte qui fait de la publicité programmatique, donc principalement basée sur la donnée et principalement sur Internet, évidemment. Effectivement, on est coté au Nasdaq depuis 2014-2013. Je ne code pas sur tous les chiffres aujourd'hui, mais c'est l'idée. On a une valorisation qui doit être un peu plus de 2 milliards aujourd'hui pour à peu près le même chiffre d'affaires. On est profitable. C'est une boîte qui est globale. Je pense que c'est assez intéressant dans ce côté success story à la française qui, en fait, a pu s'étendre. Notre marché numéro un, c'est les US. Même si la région, en termes régional, l'Europe reste numéro un. Et on est aussi assez gros en Asie. Et comme tu disais, 20 000 clients, on travaille avec quelques milliers de publishers, donc du côté où on fait les publicités aujourd'hui, donc tu peux penser Le Monde, Guardian, New York Times, CNN, etc. Quelques milliers en relation directe et on fait de la pub sur bien plus évidemment. Et globalement, en termes de scale, on doit toucher un milliard d'utilisateurs du web chaque, donc très Ok. gros scale. 2500 employés, comme tu le disais. Et pour donner une idée par rapport à la data, on doit être à peu près 200 aujourd'hui en data, directement, on va dire, en data chez Criteo. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler, peut-être pour certains, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Criteo ? Ouais, Quelle est, bien quelle est sûr. l'offre que vous proposez ? Ouais, donc on est un intermédiaire publicitaire. La manière dont ça fonctionne, c'est que toi, Robin, alors on te connaît pas en tant que Robin. Pour nous, t'es un numéro. Désolé, mais c'est probablement mieux d'ailleurs pour tout le monde. Mais t'es un, 2, 3 ABC. Et donc du coup, on va te voir à un instant T, par exemple sur une page d'un article Le Monde. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que basé sur la donnée qu'on a sur cette page particulière de l'article que tu es en train de regarder, j'en sais rien, peut-être les vacances en Australie parce que ça fait probablement 1 an et demi que tu n'as pas été en vacances et t'en rêves et tu te projettes sur une fin d'année peut-être aujourd'hui. Alors c'est probablement un mauvais exemple aujourd'hui, mais disons que tu peux aller en Australie. Et nous, en fait, on va regarder de l'autre côté dans notre base client qui on peut avoir et qui propose des vols ou des voyages en Australie. Éventuellement, tu as même déjà visité un de ces clients-là, tu as déjà cherché certains types de packages, etc. Donc, on sait que tu cherches des hôtels entre 100 et 120 euros la nuit peut-être, etc. à deux pour ce genre d'informations. Et en matchant en fait toutes ces informations-là, on va pouvoir te faire une publicité qui est ce qu'on appelle ciblée et ce qu'on appelle programmatique. Donc tout ça, c'est automatique, évidemment. C'est pas quelqu'un qui, à chaque publicité, fait cette logique-là dans sa tête. Et donc, c'est l'objectif, en fait. C'est de relier, donc, tu as les users sur le web en général, mais c'est de relier les publishers, donc, qui sont principalement des sites de news, des sites de content, etc., avec des clients et de faire le matching publicitaire. Et comment tu t'es retrouvé directeur data Europe, Moyen-Orient et Afrique, si je dis pas de bêtises, chez Criteo ? Ouais, longue histoire. Enfin, je vais essayer de la faire courte. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai fait un master SP à l'ESCP en entrepreneuriat après. Je tente de monter une boîte, ça marche pas. Et à ce moment-là, en fait, je demande autour de moi, donc dans l'écosystème data, on est en 2012. Je demande quelle est la meilleure startup autour de moi à rejoindre. Et je crois que sur 10 réponses, il y en a 8 qui me parlent de Criteo. Et donc, du coup, j'appuie là et ça marche. Et je rejoins Criteo en 2012 à Londres.
sur la partie ce qu'on appelait mid-market, donc c'est un peu l'équivalent du SMB, mais sur notre tranche à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de small, donc c'est vraiment du medium business Europe, et j'y passe 1 an et demi. Je transfère en 2014 à Boston sur le même scope, donc ce scope un peu mid-market. Et l'idée, en fait, c'est de scaler ce segment de clients qu'on adressait et principalement de le scaler aux US. Et pour te donner une idée, à ce moment-là, je suis en charge de l'équipe et en 1 an et demi, on passe de 2 à 15 personnes. Sur Boston et Sao Paulo, pardon, parce qu'on crée le même segment au Brésil. Donc à la fin 2016, on est 12 analystes. Enfin, j'ai 12 analystes à Boston et 3 au Brésil. Donc grosse croissance sur l'équipe en 1 an et demi. Je transfère à New York en 2016 sur la partie grand compte. Donc là, c'est vraiment les plus gros des plus gros clients que tu peux imaginer. Des noms comme Walmart, Macy's, Nike, etc. À la fois sur la côte ouest ou sur la côte est. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, jusque-là, j'avais une expérience qui était principalement clients plus petits ou plus moyens, notamment en Europe, parce que comme c'est très fragmenté, les clients vont avoir tendance à être globalement plus petits. Et puis tu passes sur ce qui se fait de plus gros aujourd'hui, quoi. Et j'ai pas encore 30 ans. Donc une expérience hyper intéressante à ce moment-là. Je fais ça pendant 2 ans et demi. Et puis après 4 ans du coup aux US, retour à Londres en 2018 pour des raisons personnelles. Et effectivement aujourd'hui du coup en charge des équipes data côté client en Europe, Moyen-Orient, Afrique, mais c'est principalement axé sur l'Europe. Et donc c'est une équipe de 45 personnes sur 10 bureaux qui vont de Londres à Istanbul ou Moscou. Nos plus gros bureaux, c'est Londres, Paris, Barcelone et de loin, et Munich. Mais on a des bureaux satellites un peu partout et avec des analystes sur ces bureaux-là. Ok, intéressant. Effectivement, je pense qu'on va creuser un peu ensuite. Qu'est-ce que tu fais concrètement lorsque tu gères 45 personnes en data, parce que finalement, Trop de réunions. On ne voit pas forcément chez tous les clients. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je me rends compte que tu es un peu un vétéran de la data. Et pareil, je ne rencontre pas tous les jours parce que finalement, en ayant fait 10 ans dans la data, vu que c'est un domaine assez jeune, tu as dû voir pas mal de choses passer. C'est quoi les plus grosses évolutions que tu as vues sur ce marché sur 10 ans? Ouais, tu me donnes un coup de vieux d'un coup. Donc c'est presque 10 ans, c'est pas encore 10 ans, je reste jeune. Non, ce qui est, ça drastiquement évolué, ça c'est sûr. Déjà au début, on s'appelait Business Intelligence Analyst. Le big data, ça explose en 2013, en 2014. Donc le mot data était même pas encore quelque chose qui était ancré. Pour te donner une idée, on travaillait sur SQL, mais en SQL database. C'était hyper lent. Typiquement, quand on partait du bureau, on lançait des requêtes qui étaient hyper longues parce que elles allaient tourner pendant la nuit. On mettait des post-it sur les ordis pour dire au personnel de nettoyage, fermez pas les ordis, fallait surtout pas les unplug et tout parce que sinon on perdait tout. T'arrivais le lendemain, t'avais rien. Fallait pas se tromper dans sa requête non plus, sinon ton erreur allait coûter cher. Et puis le lendemain, t'arrivais et t'avais ta data, mais ça mettait 2, 3, 4 heures facilement à tourner. Les reports, ils étaient faits sur Microsoft SSRS, qui a disparu et pour des très bonnes raisons. C'était un enfer, mais ça te prenait 1 semaine full-time de faire un report. Donc on était une équipe à l'époque, on devait être 30 en data chez Criteo, il devait y avoir 20 reports monde parce que c'était trop long, c'était un enfer quoi. Et donc évidemment ça a massivement évolué à partir de là. Tu as des nouveaux outils qui ont apparu. Tableau aujourd'hui, si on reste sur cette idée de reporting, tu fais la même chose en 3 heures. Et c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus facile d'accès pour les utilisateurs, etc. Mais en termes de temps, c'est incroyable. Sur l'accès à la donnée avec des systèmes comme Vertica, comme Presto, etc., tes requêtes, c'est 1 minute, 5 minutes max, quoi. Tu peux te tromper dans ta where clause, il n'y a pas de problème, tu le corriges, c'est fait. Tu as tout assez instantanément, quoi. T'as Looker aussi en reporting qu'on a testé en interne. T'as des schedulers. Tout a drastiquement évolué sur l'outillage, c'est évident. Moi, je me souviens en 2016, on avait au sein de l'équipe, on avait un laptop qui traînait à SF que personne n'avait le droit d'utiliser. Pareil, blindé de post-it, fermez pas, unplug pas, etc. Et l'idée, c'était, il allait query la data de manière régulière, la transformer et l'envoyer au client. Et il faisait ça tout seul dans son coin, mais c'était aujourd'hui même une startup, elle a plus ça, quoi. C'était vraiment du bricolage.
T'avais sur les outils pour retracer un peu ça aussi. On a eu des débats. On a eu des débats comme R Python par exemple, que je pense beaucoup ont eu, où les gens étaient venus avec des connaissances de base ou avancées très disparates entre R et Python. Puis en termes de collaboration, tu peux avoir qu'une technologie, enfin un langage, évidemment. Et je pense qu'au fur et à mesure, tout l'écosystème a convergé. Tu vas retrouver R plutôt du côté universitaire aujourd'hui et Python du côté entreprise parce que les devs sont habitués à Python et du coup ça a fait converger tous les débats internes vers Python plus facilement, hein, pas que chez nous d'ailleurs. Donc ça c'était une évolution. Et après sur le type de profil, t'avais pas de diplôme data à l'époque, hein. Moi je rentre en 2012 chez Criteo, je connaissais pas SQL. Alors c'est un langage hyper simple, tu l'apprends en une semaine, c'est pas un gros problème, mais c'était pour te donner un ordre d'idée. On recrutait des profils qui avaient finalement de formation pas grand chose à voir avec la data. Ce qui était important, c'est que tu connaisses les chiffres et ça t'intéresse, et que tu sois plutôt bon avec ça, hein, évidemment. Donc en Europe, on va dire que c'était beaucoup de profils Eng, on va dire majoritairement. Aux US, tu vas plus avoir mathématiques, économiques. C'était les profils types, on va dire. Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des gens qui se retrouvaient là-dedans par hasard aussi, hein, et c'était très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de masters en data. Les gens, ils sortent, ils ont un master en data, ils ont étudié la data, ils connaissent Python, ils connaissent un peu le machine learning, ou au moins ils ont des bases. Éventuellement, ils se sont fait former sur Tableau, ils se sont fait former sur Data IQ, etc. Enfin, ils ont un package de départ qui est beaucoup plus adapté, on va dire, au job en soi, quoi. Et même le titre, hein, d'ailleurs, même le titre a changé. Donc évidemment, on s'appelait Business Intelligence à l'époque, ça a évidemment changé. Je pense qu'en 2014, on switch sur Data Analyst parce que évidemment, c'est beaucoup plus appliqué à ce qu'on fait. Et encore aujourd'hui, tu as des débats entre Data Science, Data Analyst. D'ailleurs, c'est assez peu clair et tout le monde a une opinion un peu encore différente sur qu'est-ce qu'un data analyst, qu'est-ce qu'un data scientist et tout. Mais pour te donner une idée, il y a une équipe en interne, pas chez moi, mais une autre, qui a fait une étude sur. Ils ont posté 2 offres, exactement les mêmes job desks. Ils ont juste changé le titre data analyst et data scientist. Et pour data scientist, tu as 5 fois plus de applications. C'est incroyable. Ouais, parce que il y a un peu cette idée que tu vas avoir une hiérarchie entre les deux, ce qui est faux. Tu as un côté plus opérationnel pour le data analyst et tu vas avoir un côté plus long terme, algorithme en prod, etc. pour le côté data scientist. Mais la frontière, il n'y a pas de frontière hiérarchique, il n'y a pas un qui est plus avancé que l'autre. Elle est maigre, les deux font des deux. Donc c'est pas évident, mais c'est pour te montrer, genre sur un débat plus actuel aujourd'hui, ce qu'on a finalement tracé pendant 10 ans, quoi. Ouais. Ah oui, 5 fois plus, effectivement, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, c'est hyper intéressant de voir toutes ces évolutions. Moi, je te propose qu'on ferme la parenthèse et qu'on retourne un peu plutôt dans le sujet de tes gros chantiers à toi. Quels sont tes objectifs principaux ? Ouais, il y en a sur le poste actuel, il est évident, il y en a un principal, hein, c'est de tirer le meilleur des équipes. Pour y arriver, l'idée, c'est pour moi, hein, c'est de mettre une sorte de framework en place qui te permet d'avoir les gens dans les meilleures conditions possibles. Et là-dessus, tu as un constat qui est assez simple, je pense qu'on partage tous dans la data, c'est que le job, il est trop large pour être fait par une seule personne. Et donc, du coup, il te faut un certain nombre de profils différents. Et plus tu vas avoir des profils différents, en fait, mieux tu arriveras en tant qu'équipe, hein, mais même en tant qu'individuel à délivrer et à avoir un impact, en fait. Donc, point numéro 1, notamment à l'embauche, trouver des profils différents avec des backgrounds différents, des personnalités différentes, etc. Tu veux que les idées elles puissent rebondir entre les gens, pas qu'il y ait toujours la même idée, qu'il y ait toujours la même manière de faire, etc. Donc on a un gros focus en ce moment sur tout ce qui est diversité et inclusion à l'embauche et au sein des équipes, hein, évidemment. Comment on peut ramener des profils plus divers. Pour te donner une idée, on a fait une analyse sur notre plus gros bureau, qui est le bureau de Barcelone aujourd'hui. Et sur 2 années de candidature, c'est à peu près 2000 candidatures, on a 30% des applications qui viennent des femmes, donc de profils féminins. Et quand on regarde toutes les étapes du process, en fait, quand on arrive à l'étape finale, qui est quand on fait une offre, on est beaucoup plus proche d'un 50-50. Et ça, c'est sans avoir fait d'action particulière, etc., parce qu'on est sur 2 ans en arrière. Et en fait, tu te rends compte du coup que
il y a probablement moins d'applications qui viennent du profil femme, mais qu'elles sont de meilleure qualité. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment on peut travailler pour changer cette situation, tu vois, parce que, à nouveau, si tu veux des profils différents, si tu veux valoriser la diversité, parce que ça va enrichir les uns et les autres, et c'est hyper important parce que c'est ce qui enrichit en fait tes analyses au final. C'est important. Donc on travaille maintenant beaucoup plus en amont avec les universités. Donc on essaie de passer en fait au step d'avant. On a travaillé cette année avec le SCP. On a travaillé donc qui ont des programmes data avec Toulouse Business School, avec Centrale Supélec et à l'international l'université de Barcelone très récemment. Columbia aux États-Unis, etc. Pour justement arriver à si t'es un cran en amont et au sein de ces universités sur des profils qui sont type data, etc., comment tu peux enlever ces freins pour pouvoir arriver à ton objectif, quoi. Donc ça, ouais, ça c'est hyper important. Après, en termes d'orga d'équipe, donc ça c'est plus sur l'interne. Et une fois que les équipes sont en place, il faut assurer la collaboration. Ça c'est clé parce que du coup, tu as des profils à nouveau très différents et tu vas avoir des gens qui vont être plus ou moins forts dans ce qu'ils font. Donc normalement, tout le monde doit être capable d'avoir à peu près une zone d'expertise, un peu de confort et doit avoir le reste qui peut apprendre des autres. Mais pour ça, il faut que tu aies de l'entraide, il faut que tu aies une culture d'équipe qui soit hyper en place là-dessus. Et mine de rien, je pense qu'on partage aussi un peu tous cette idée, mais la data, t'es obligé d'avoir les autres pour réussir. Ça, c'est ce que je disais, c'est le constat. Tu peux pas y arriver tout seul, c'est trop compliqué. Il faut trop de skills différentes ou même soft ou hard, d'ailleurs, un peu de tout. Mais néanmoins, à la fin, tu as un dataset sur ton laptop. Enfin, c'est pas un Google Doc, tu vois. Donc, par moment, tu peux être assez solitaire dans la manière dont tu travailles. Tu as ton script, tu as ton analyse et tu peux être isolé. Donc, si tu n'as pas ce réflexe et cette culture de dire, je peux facilement demander à quelqu'un, ah tiens, je bloque là-dessus, ou alors, est-ce que tu aurais fait ça de cette manière-là ou différemment, etc. Tu pourrais être seul dans un tunnel et travailler complètement isolé. Donc ça, c'est un vrai challenge. Il faut vraiment travailler dessus. Et le troisième, je dirais pas le plus important, mais d'un point de vue business, on va dire, c'est la scale. On en parlait au début de l'épisode. 20 000 clients, on en a 10 000 en Europe, je pense à peu près. C'est la plus grosse région encore pour l'entreprise. Et aujourd'hui, si tu as un analyste qui fait une super analyse sur un client, même si c'est le plus gros, c'est génial, mais tu en as 10 000 derrière en fait. Et donc, du coup, comment tu fais pour scaler ça? C'est-à-dire, comment tu passes d'une analyse sur un client à je la rends disponible pour 10 000 clients demain? Et ça, tu peux, parce qu'avec les technologies qu'on a, c'est de l'info, la data. Donc, tu peux mettre en place des reports, des scripts, des decks automatiques qui vont te cracher 50 slides personnalisés sur chaque client, etc. Donc, tu as vraiment la capacité à scaler en data, je pense, qui est importante et qui, du coup, maximise l'impact des gens et sauve aussi du temps à plein d'autres. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui est absolument à chercher. Ouais. Ah oui, je vois. Effectivement, sur ce dernier point, j'avais pas compris ça comme ça. Je le voyais d'un point de vue enfin, je le voyais plus d'un point de vue orga. En fait, c'est plus, toi, tu as de la visibilité un peu sur toutes les études qui sortent et tu vas, par exemple, identifier avec un analyste en particulier qu'un certain nombre de slides ou de modules, finalement, sont automatisables. Et derrière, c'est des éléments qui pourront être automatiquement Ouais, inclus dans absolument. toutes les analyses pour plein de clients, quoi. Absolument, ouais. Tu prends l'exemple de Black Friday, par exemple, pour tous ceux qui bossent dans le e-commerce. Du moment que tu vends un peu de Black Friday, maintenant, c'est inévitable. Au moins en B2C et même parfois en B2B en vrai. Quel est l'impact de Black Friday cette année? Donc, tu regardes les années précédentes, tu essaies de prédire cette année. Et il faut que tu le regardes par marché très rapidement parce qu'aux US, en France, au UK, etc., c'est pas au même moment. Tu as des marchés sur lesquels les gens vont être payés juste avant, être payés juste après. Black Friday, c'est jamais le même jour dans l'année. Tu prends l'année dernière, très intéressante, les magasins globalement sont fermés à peu près partout sur les gros marchés occidentaux. Et donc, du coup, ça a un impact parce que les gens qui se ruent dans les magasins aux US, cette image qu'on voit tous à la télé qui montre dans les news, n'arrivent pas. Donc, ils ont shifté en ligne. Donc, du coup, il faut que tu en tiennes compte quand tu fais tes prédictions parce que si tu es mauvais sur tes prédictions à ce moment-là, tu peux perdre une journée. Mais une journée à Black Friday, c'est un chiffre d'affaires monstrueux. Et donc, du coup, c'est hyper important. Mais tu te rends compte très vite que tu peux scaler l'analyse, c'est important de la faire. Il faut qu'elle soit personnalisée par marché sur des périodes spécifiques, etc. C'est presque une obligation en fait. Enfin, tu vois, genre tu peux pas te permettre d'être approximatif. Cette idée que la moyenne c'est bien, mais c'est toujours faux. Donc ouais, c'est vraiment un des points principaux sur lesquels on travaille. Ouais.
Ouais, c'est clair. Et sur ton deuxième point, sur l'orga, quand tu dis assurer effectivement plus de collaboration, c'est intéressant. Et puis, je pense que c'est de toute façon aussi ce qu'on retrouve dans n'importe quelle équipe et pas uniquement en data. Comment tu le fais? Toi, tu as des exemples précis. Enfin, ça passe par des événements, ça passe par essayer de diffuser juste des valeurs ou des principes intéressants, enfin, des principes dans tes équipes. Ouais, t'as un peu tout ça. Les événements d'équipe, évidemment, depuis 1 an et demi, ils ont un peu disparu, on va dire. Même les voyages pour que les équipes se rencontrent, hein, comme je disais, c'est réparti sur 10 bureaux, 45 personnes, ils se voient plus physiquement. La culture et les valeurs, elles sont clés. Je pense que c'est notamment cette idée que déjà, si tu embauches des profils différents avec chacun des spécialités que tu peux mettre un peu en avant, hein, ou des expertises, des zones de confort, tu l'appelles comme tu veux, en fait, ils vont forcément avoir besoin des autres à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est dans la construction de base de l'équipe, c'est clé. Et après, c'est s'assurer que effectivement, genre, tu t'es à l'aise sur poser des questions, qu'il n'y a pas de honte à poser. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est hyper important que tu es à l'aise à poser des questions, que que ceux qui ont la connaissance vont être aussi OK de la partager. T'es pas isolé, genre je sais, j'ai pas besoin des autres. Enfin, c'est du comportement en fait, c'est de l'attitude, ça c'est évident. Mais quand tu mets tout ça en place avec des bonnes dynamiques, il y a absolument aucun problème. Là où tu as des soucis, c'est quand il y a des conflits, les gens ont l'impression qu'on leur marche enfin tu vois, sur tes plates-bandes, je sais plus comment on dit exactement, pardon, mais cette idée-là une idée territoriale, tu vois, genre ça faut se l'enlever tout de suite, quoi. Je pense que c'est plus simple aujourd'hui, pour être honnête, et on parlait de diversité et inclusion tout à l'heure aussi, mais toute cette culture et ces valeurs d'équipe sont beaucoup plus faciles en 2021 où globalement même la société avance là-dedans et te dit OK, l'inclusion, ce qui veut dire que quelqu'un qui parle pas, bah, peut-être on va l'aider en fait à parler, à poser ses questions, à se sentir à l'aise, et que c'est pas une question de t'es introverti, extraverti, t'as plus ou moins de facilité là ou là, etc. Tu vois, ça aide nettement, hein, c'est évident, et c'est pour ça que c'est un point en particulier qui est hyper important pour nous parce que ça développe tout le reste. Mais ouais, c'est critique. C'est quoi tes plus gros challenges actuellement? Alors, l'éthique, mais en 2 points, interne et externe, et c'est pas la même chose. L'éthique en interne, ouais, ça c'est perpétuel. Je parle vraiment data, l'éthique de l'équipe data. En gros, tu peux dire le but de la data, c'est de représenter la réalité. Si tu fais hyper simple, pourquoi la data? D'ailleurs, c'est marrant, on se pose rarement la question. On va dire quelle data, comment, etc. Mais rarement pourquoi tu veux de la data. Et en fait, bah, voilà, tu reviens à cette idée, c'est ce qui va me permettre de mieux représenter la réalité et surtout pas de la twister. Mais du coup, on doit s'assurer que quand c'est un, c'est un. Tu gardes cette idée-là. Le problème, et c'est la raison pour laquelle c'est un challenge, c'est que tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de tourner les chiffres pour montrer quelque chose qui les arrange. Je pense qu'on a tous vécu ça et ça arrive régulièrement. Ils vont vouloir transformer le 1 en 2 parce que ça va dans leur sens, parce que c'est plus joli, parce qu'ils avaient une opinion préétablie et veulent la confirmer en fait et pas simplement la questionner. Tu vois, donc c'est très différent et ça peut être en interne, en externe, avec des clients, sur des projets, n'importe quoi. Et donc ça passe par une culture forte. Là, tu es obligé d'avoir la capacité à dire non, ce qui est pas toujours facile. Tu peux avoir un analyse junior face à un très gros client ou à un très gros profil interne, etc. Tu dois pouvoir aller à l'encontre d'une opinion et dire bah non, en fait, tu pensais ça et c'est pas du tout ça. Et simplement, en fait, je pense que tu peux avoir une approche tactique à chacune de ces questions, expliquer pourquoi tu as un et pas deux. Au lieu de juste donner un, tu vois, et de laisser les gens avec un truc qui peuvent aller dans leur sens ou pas, mais du coup peuvent buter en fait dessus et t'explique pourquoi ça devient beaucoup plus intéressant. Et si besoin en fait, ou même en général, comment tu peux arriver à deux. Donc il n'y a pas de problème en fait. On est capable de parler de un et deux. Je peux te donner la perspective sur les deux. Il y a pas de souci. Mais je vais stick to reality. Tu vois, genre c'est hyper important de pas vouloir dire. Et on peut tous le faire. On l'a probablement tous fait une fois d'ailleurs. Tu fais un data cleaning, tu enlèves un ou deux environnements et d'un coup ton 1 il devient 2 et tout le monde est content. Mais c'est un raccourci court terme qui te met dedans dans le long terme, c'est sûr, à 100%. Et en fait, ça rend ton job inutile parce que si à un moment la data c'est plus la source de vérité qui colle justement à la réalité parce que tu t'en es détaché dans la manière dont tu opères, en fait on n'a plus besoin de toi. Parce que si c'est juste pour prouver mon opinion préétablie, en fait, la première fois, je vais te demander de la data, la troisième fois peut-être, et la cinquième fois, je vais peut-être même me le faire moi-même dans un fichier Excel tant qu'à tricher, tu vois ce que je veux dire. Donc, hyper important sur le côté data éthique interne. Ouais. Ouais, très intéressant ça, effectivement. Je pense que comme tu le dis, ouais, tout le monde le rencontre.
Et effectivement, si on le remet dans le contexte, vous, c'est en particulier, vous faites face à vos clients, c'est tout type de boîtes, notamment des grosses boîtes. Et en fait, les personnes que vous avez en face sont des gens, je suppose, qui sont en charge de gérer les campagnes Criteo côté client. Et donc, eux, ils ont un intérêt très, très fort à pouvoir aller voir leur management avec des bons résultats, des bons ROI pour récupérer plus de Ouais. budget. Donc, il doit y avoir quand même une espèce effectivement, de grosse pression, quoi, permanente là-dessus. Ouais, et en réalité, c'est ce qui nous a rendu meilleurs. En fait, le fait de travailler avec des clients, donc on est à nouveau, hein, tu vois Criteo comme un intermédiaire entre les publishers, les clients, etc., et même les utilisateurs, hein, d'ailleurs, qui peuvent être contents ou pas contents des pubs. Hein. Mais on est un intermédiaire et tout le monde va nous challenger, que ce soit les utilisateurs, les clients ou les publishers. Les clients principalement parce qu'en plus ils te payent, donc ils ont tous ceux qui sont dans cette relation-là le connaissent. Hein. C'est eux qui ont la main au-dessus de toi, quoi. Et je pense que c'est ce qui nous rend beaucoup plus forts, en fait, beaucoup plus solides. Parce qu'un projet en interne va toujours être moins challengé. Tu es dans la même entreprise. Donc, il y a des règles, il y a un mindset, il y a des choses que tu es plus soft, en gros, quoi. Genre, et je dis pas ça négativement. Hein. Par contre, en externe, un client, il hésitera beaucoup moins, il va trancher. Ils peuvent être assez menaçants par moment. C'est du business à la fin de la journée. Donc, c'est important. Et on parle de chiffres assez importants sur certains notamment, quoi. Donc, du coup, ça te pousse et toi, ça te rend meilleur parce que tu es obligé de t'assurer que le 1, c'est 1 de nouveau, tu vois. Genre, et pourquoi, comment on peut arriver à 2, mais tu peux pas te pipoter, quoi. Genre, il y a un moment où il faut vraiment que ça soit hyper solide en analyse. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc, au quotidien, et parfois, tu peux dire, OK, voilà, il y a des raccourcis possibles, faut pas les prendre. Et si tu les prends pas, tu gagnes la confiance, tu deviens toi-même plus solide et en fait, à terme, tu es hyper gagnant. Ouais. Vous êtes organisé comment au sein de ton équipe? Et est-ce que tu as également des challenges spécifiques orga? Oui, ouais, ouais. Alors, donc du coup, on est organisé, si je fais Criteo plus simplement, sur les équipes data opérationnelles, on a des équipes du côté marché client, on a des équipes du côté publisher et on a des équipes du côté produit qui font un peu le match entre les deux, quoi, en gros. Donc moi, je suis en charge des équipes clients en Europe, comme on en parlait au début. Et globalement, elles sont organisées. On a toujours organisé, donc sur les challenges orga dans ta question, on a toujours organisé les équipes dans les objectifs business qu'on avait. Donc dans un premier temps, en fait, quand tu as un business qui fonctionne à un endroit, ce que tu fais, c'est que tu l'étends géographiquement. Donc ce qu'on a fait, c'est de s'assurer qu'on avait des analystes dans tous les marchés qu'on voulait lancer, qu'on voulait absolument targeter. Donc si je prends juste en Europe, on a des équipes à Amsterdam, à Londres évidemment, à Paris, à Munich, à Moscou, à Istanbul, pour donner des exemples. Et ça, c'est vraiment de se dire, OK, on a l'objectif business, c'est de s'étendre, manger tous les marchés. On va mettre des analystes sur le terrain. La deuxième étape, alors elles sont faites un peu en parallèle évidemment, hein, mais la deuxième étape qu'on a eue, c'était d'un point de vue business, on voulait absolument pouvoir adresser un segment de clients qui était plus petit, donc at scale. Donc ça, on revient à cette idée un peu précédemment de se dire qu'il faut absolument scaler ce qu'on fait. Donc ça, tu as une approche hub. Hein. Facebook et Google, c'est à Dublin. Nous, c'est à Barcelone. Je pense que pour des raisons de météo, c'est une meilleure décision. Mais on a une équipe, on a un hub très fort à Barcelone qui va adresser justement ces tranches de clients un peu plus petits. Et t'en as, enfin, quand on dit petit, c'est pas petit, hein, mais néanmoins une tranche un peu plus at scale, on va dire, quoi. Et on a développé toutes les équipes autour de ça. Ça, c'était les deux grosses phases de développement business. Et le nouveau challenge qu'on a, c'est la diversification de produits. On n'en a pas parlé et c'est compliqué, mais il y a effectivement des questions sur les cookies. Ça, c'est plutôt le data ethics externe de la question précédente, qui est que globalement, les cookies sont un peu menacés pour des raisons justes ou fausses. Nous, en vrai, on n'a pas de données personnelles. Je te le disais au début. Pour nous, tu es 1, 2, 3, ABC. On ne sait pas qui tu es. On connaît pas ton âge, on connaît pas ton nom, on connaît pas ton prénom, on sait pas si tu es marié, couleur de peau, religion, etc. Et on s'en fiche. Néanmoins, les cookies sont amenés à disparaître. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire le lien entre un client et un publisher et un user. Donc, on est challengé là-dessus et on fait de la diversification de produits. Mais pour assister à cette diversification de produits, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on réoriente les équipes qui étaient principalement marché ou principalement segment de clients sur des segments de produits ou des pans du business, si tu veux. Et ça veut dire que progressivement, tu shiftes des focus, tu changes une expertise, etc. Donc, c'est vraiment notre challenge aujourd'hui. Mais c'est plutôt sympa, c'est une bonne évolution, c'est tout à fait normal. Et du coup, effectivement, ouais, tu fais référence un peu à comment vous devez vous diversifier par rapport à
à la fin des cookies. Donc, je comprends que c'est aussi une transformation orga pour faire face à ce mouvement. Peut-être si tu peux nous l'expliquer en essayant de l'expliquer simplement, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour ton équipe, mais même pour l'équipe data de manière plus générale. Ça va vouloir dire que vous allez avoir accès à moins de données, ou est-ce que c'est juste que finalement vos capacités de ciblage auront été un petit peu réduites de manière Ouais, générale, finalement, en général, c'est un sujet compliqué, hein, les cookies, parce que c'était un peu le liant sur Internet, ce qui permettait, en termes au moins d'identification, hein, de lier les gens. Et pareil sur les environnements app, il y a plein de complications derrière. Je ne veux pas rentrer dans le côté légal, hein, loin de là. D'un point de vue pure data, pour revenir plutôt à ça concrètement, effectivement, si la qualité de ta data pourrait éventuellement diminuer, ou en tout cas si tu n'arrives plus à tracer le numéro 1, 2, 3 ABC, qui pourrait être toi comme moi, n'importe qui, ça va changer en fait. Par exemple, le nombre de unique users, par exemple, c'est bête, mais tu ne pourras plus le calculer de la même manière parce que tu n'auras plus un identifiant qui va te permettre de dire attends, ça c'est 2 fois la même personne, tu vois, alors que tu verras 2 personnes différentes. Donc ça va changer un petit peu la donnée qu'on a en entrée, qu'on regarde aujourd'hui. Mais ça va également en fait complètement, et ça c'est la diversification de produits, donc c'est plutôt notre réponse à ce changement-là, ça va changer la donnée qu'on regarde en fait tout simplement. Donc par exemple, un truc qu'on lance et qui est très important, c'est le contextual targeting. Donc au lieu de savoir ce qui t'est arrivé avant, etc., on ne sait pas quitter, on s'en fiche. À ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Mettez sur cette page sur Le Monde qui parle de voyage en Australie, et en fait on va regarder le contenu de la page et basé là-dessus, on va te faire de la publicité. Mais tu vas passer en fait sur des mots, des keywords, des parcours du côté publisher, des types de news, etc. Donc tu regardes plus du tout la même data, tu vois. Tu vas regarder voyage, mais en fait voyage c'est hyper large. Tu vas regarder voyage, destination, Le Monde c'est quand même c'est très généraliste, hein, et tu vas avoir des articles sur le Covid, comme tu vas avoir des articles sur le voyage, comme le football. Enfin, il couvre tout. Donc comment tu fais le tri là-dedans, etc. Donc tu regardes une data différente, ouais. C'est clairement ça va changer la manière dont on travaille, ouais. Intéressant, très intéressant. Ok, écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs? Ouais, alors je suis pas au courant d'une série dans la data ou d'un super film là-dessus, donc je zapperai cette partie-là. Mais en newsletter, il y en a une qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Data is Plural, qui t'envoie, je crois, toutes les semaines des datasets qui sont publics, donc principalement en fait sur des pans de société, littérature, évidemment des choses par exemple comme le Covid, education, politique, sport, etc. Et quand tu veux jouer un peu avec la data, souvent ce qui peut te manquer, c'est la data. Faut pas oublier que c'est quand même le point de départ, et donc du coup, c'est une très très bonne source d'information par rapport à ça. Et tu peux accéder à leur historique de newsletter dessus et tout. Je recommande fortement. En termes de news tech, moi je regarde beaucoup tech même depuis probablement en 6-7 ans, tous les jours, qui est un board de news. Probablement assez connu, hein. Je suis de loin pas le seul à le regarder, mais qui te fait une très bonne curation en fait de tout ce qui se passe dans la tech. Donc ça te permet de rester au courant. Et puis plus récemment, tout ce qui s'est fait un peu sur Le Monde en France, mais le Guardian, le New York Times sur le Covid, je trouvais que c'était assez intéressant parce que en fait, ils ont pris un angle data très fort dès le départ, où tu vois beaucoup de manières de présenter la data, les graphes, tous les types de graphes possibles, toutes les maps, etc. Et au fur et à mesure, je trouve qu'ils sont devenus vraiment bons. Donc, je sais pas, je trouvais que s'il y a bien un truc intéressant dans le Covid, ça a été ça. Ça a été comment les gens on report avec la data, en fait, ce qui existait peu avant. À la limite, peut-être juste sur les élections, et à la limite, peut-être juste les élections aux US. Mais ça s'est un peu répandu, ça a un peu banalisé. Ma mère m'a parlé d'une courbe en log, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça arrive jamais. Mais si tu passes le graphe en log, tu vois que les cas augmentent ou j'en sais rien. Enfin, ça a quand même banalisé pas mal de choses. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer? Ouais, plein. Tu dois en interviewer plein. Non, et je suis très fan du podcast, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Arnaud que tu avais interviewé. Il était chez Payfit à l'époque, il fait des super trucs aujourd'hui chez Castor. Mais quand tu regardes, il y a évidemment une communauté du coup d'anciens Criteo, que ce soit à Paris ou même à l'étranger, hein, dans plein de boîtes qui font des trucs super en data. Moi, je pense comme ça à Doctolib, La Fourche, Swile, Content Square, etc. Il y a un super écosystème data en vrai à Paris aujourd'hui, et il y a plein de super projets à aller voir. Bon, top, écoute, tu vas me mettre en relation avec
avec cette tout ce communauté. monde-là. Ravi. Sans problème. Bah, écoute, merci pour ce partage, Laurent. Avec plaisir. Et à bientôt. Avec plaisir, Robin. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.